L'histoire débute avec un héros, terrassant le seigneur démon, menant les humains à la victoire et l'humanité entière à la liesse. Mais 3 mois plus tard, dans le royaume des démons, ces derniers organisent un tournoi pour désigner leur prochain seigneur. Or, un certain Élic participe au tournoi et il met ses adversaires KO à main nue. On fait la connaissance de Vermilio, l'organisatrice, et l'une des 4 généraux démons. Son assistant, Anne, lui montre des images des éliminatoires et il remarque que les participants ont un niveau moyen de 45, un record absolu. Vermilio a donc de grandes attentes, mais en regardant les combats, elle remarque vite Élic. Anne lui dit qu'il est le favori, mais Vermilio panique, se demandant pourquoi un humain a été autorisé à participer. Anne lui rappelle que tout le monde pouvait s'inscrire, mais Vermilio estime qu'il était évident que les humains étaient exclus, vu qu'ils sont leurs ennemis jurés. Anne la rassure en lui montrant l'interview de Victoire d'Élic, où il prétend détester les humains et vouloir tous les anéantir. Vermilio pense qu'il ment effrontément et qu'ils sont en danger. Mais Anne lui révèle le contrat vert profond, signé par tous les participants, qui annule toute attaque portée contre des personnes hors du ring. Vermilio reste méfiante, persuadée que le plan d'Élic est d'éliminer tous leurs potentiels seigneurs démons. Mais en regardant son combat, Élic aide son adversaire à se relever et le complimente même. Vermilio est furieuse, se demandant ce qu'il manigance. Elle pense que les démons ne l'accepteraient jamais, mais la foule l'acclame, à tout rompre. Vermilio pète un câble, met le feu au château et dit à Anne qu'il faut éliminer Élic. Mais Anne lui rappelle que le contrat vert profond annule aussi les attaques contre les participants, et qu'Élic est dès niveau 99. Vermilio finit par faire exploser la tour de frustration. Vermilio est certaine qu'Élic va gagner vu sa force, mais Anne suggère de changer le format du tournoi. La prochaine manche pourrait être un concours de château de cartes, il compte même donner à Élic les cartes les plus glissantes. Pendant ce temps, dans le royaume humain, on rencontre Asta, une espionne démoniaque au service de Vermilio, chargée d'en savoir plus sur Élic. Mais en enquêtant dans le village, elle ne trouve pas âme qui vive. De retour à l'arène, les participants reçoivent un bureau et un jeu de cartes, la nouvelle manche commence. L'annonceur explique que seuls les 10 premiers avanceront, et on voit Élic en difficulté. Vermilio s'en réjouit, mais Élic joint soudain ses mains, se concentrant. Il l'élève, créant une puissante rafale de vent, et fait s'écrouler tous les châteaux de cartes des autres. Il assemble sa maison à une vitesse incroyable, et il est le premier à relever le défi. Vermilio affirme qu'il a enfreint les règles et devrait être disqualifié. Mais un participant nommé Kenros n'est pas d'accord, pensant que construire un château de cartes était une analogie pour bâtir son propre château tout en anéantissant ses adversaires, testant à la fois l'attaque et la défense. Les autres participants croient ni son explication, et l'arène éclate dans le chaos alors qu'ils tentent tous de détruire les châteaux de cartes des uns et des autres. Vermilio, elle, brûle de rage, persuadée que tout cela fait partie du plan d'Élic pour que les autres candidats s'affrontent, 40. Pendant ce temps, Asta fait son rapport à sa sœur jumelle, Ista. On apprend que les sœurs ont une capacité spéciale à communiquer par télépathie, à condition qu'elles boivent toutes les deux du café, un rituel sacré quoi. Asta s'interroge sur le tournoi, et on voit qu'Élic domine chaque épreuve malgré les tentatives de groupe de Vermilio pour le faire perdre. Vermilio décide de se déguiser en juge pour délibérément baisser sa note, mais c'est une épreuve de cuisine. Et Élic prépare un dessert incroyable. En le goûtant, Vermilio ne peut tout simplement pas résister et lui donne une note parfaite, propulsant Élic en demi-finale. On voit Élic taquiner Kenrose, refusant de lui montrer une photo, tandis qu'Ayura, une autre candidate, les prend pour des idiots. Kenrose parvient à attraper la photo et on voit Élic avec son frère de classe. Pendant ce temps, Ista rapporte à Vermilio les informations recueillies par sa sœur. Il s'avère qu'Élic est recherché avec une énorme prime et est considéré comme le pire criminel de l'histoire humaine, car il a tué son propre frère, le héros qui a vaincu le seigneur démon. Ista ajoute que sa sœur a visité 3 villes, toutes abandonnées. Mais à ce moment-là, Anne arrive en catastrophe, annonçant que le château Hirum est tombé. Vermilio pense que les humains sont responsables, mais Anne lui dit que Urum a été attaqué par d'étranges chevaliers ailés et que le seigneur s'est sacrifié pour sauver son peuple. Vermilio et Ista s'inquiètent que les humains connaissent leur case, leur capitale, et qu'ils soient les prochains à être attaqués. Vermilio est déterminé à se débarrasser d'Élic, et on apprend qu'ils ont prévu une course comme prochaine épreuve. Anne lui dit qu'il a préparé une monture unique pour Élic.
Les participants entrent dans l'arène sur leur destrier, et on voit qu'Élic est monté sur une petite bête adorable. Vermilio craint que cela ne fasse monter en flèche la popularité d'Élic, et on voit que le public l'acclame encore plus. L'annonceur, Rocco, explique qu'il y a plusieurs pièges sur le parcours et que les 4 premiers coureurs à revenir dans l'arène passeront en finale. La course commence et tous les participants démarrent, laissant Élic derrière. Élic peine à faire bouger sa monture, tandis qu'Ayura pense que la direction a délibérément saboté Élic. Élic descend de sa monture alors que les meneurs entrent dans le parcours d'obstacles. Il essaie de l'encourager, l'inspirant avec des mots de motivation. On voit les autres coureurs traverser l'obstacle, beaucoup se faisant piéger, car on apprend que Han l'a rendu exprès très difficile pour s'assurer de se débarrasser d'Élic. Ayura essaie d'éliminer Kenros, qui est en tête, et Han est certain que le prochain seigneur démon sera l'un d'eux. Élic file soudainement sur la piste, et on voit qu'il court aux côtés de sa monture. Vermilio insiste pour qu'il soit disqualifié pour tricherie, mais Han dit qu'ils ne peuvent pas, l'assurant que le parcours d'obstacles l'éliminera. Mais Élic franchit le parcours d'obstacles avec aisance, brisant les pièges au passage et agaçant Vermilio au plus haut point. Il panique, pensant que le pont suspendu pourrait être un bon moyen de faire perdre la course à Élic. Il prévoit soit donc de piéger le pont pour qu'il explose quand Élic sera au milieu, et de couvrir le reste d'huile pour le faire glisser. Cependant, alors que le personnel truque le pont, l'un d'eux glisse sur l'huile et percute les explosifs, provoquant l'explosion prématurée du pont. Vermilio est furieuse, disant à Han que le plan ne fonctionnerait pas si le pont n'explosait pas pendant qu'Élic était dessus. Fidèle à sa réputation, Élic saute de l'autre côté et on voit qu'il porte maintenant sa monture. Élic réduit rapidement l'écart et dépasse les coureurs de tête. Kenros est inspiré par la vitesse d'Élic, alors il descend de son cheval, affirmant avoir les jambes les plus rapides de l'Empire, et il sprinte en avant. Kenros réduit l'écart avec Élic, et les deux courent vers la ligne d'arrivée. C'est serré, mais Élic parvient à l'emporter. Élic félicite Kenros, et la foule les acclame alors qu'ils célèbrent. Ista entre dans le bureau avec des nouvelles, et rapporte à Vermilio ce que l'escadron de reconnaissance a rapporté. On apprend qu'ils ont envoyé des espions au château Urim, mais les espions n'ont vu aucun humain dans le château. L'escadron a également rapporté qu'il y avait 103 chevaliers ailés dans le château, avec leur chef. Vermilio est surprise que les chevaliers aient capturé Urim, malgré leur petit nombre. Les chevaliers ailés sont un mystère pour eux, mais elle est convaincue qu'ils viennent du royaume humain. Alors qu'elle essaye de trouver une solution, Azudra, l'un des 4 autres généraux démons, apparaît. On apprend que Vermilio remplace Azudra, car il a été gravement blessé. Azudra tente de proposer une idée, mais s'effondre à mi-chemin. Cependant, il continue et suggère que le match final du tournoi soit de reprendre le château Urim, disant que de cette façon, ils pourront faire d'une pierre 2 coups. Vermilio ne fait pas confiance à Élic, et Azudra lui dit que son idée révélera les vraies traits motivations d'Élic, affirmant qu'ils doivent savoir si Élic est une menace. Vermilio lui demande ce qu'il ferait si Élic s'avérait être une menace, car elle craint qu'Élic ne se retourne contre eux pendant la bataille. Azudra sort une bague vert profond de sa manche et explique qu'elle empêchera les concurrents de se nuire mutuellement. Comme ils ne savent pas ce qui pourrait arriver, ils décident d'envoyer quelqu'un de fort avec les concurrents, et ils conviennent que ce devrait être Vermilio, car elle est déterminée à risquer sa vie pour vaincre Élic, s'il devient une menace. 5 jours plus tard, on voit les 4 concurrents enfiler leur bague vert profond, tandis que Rocco explique la mission. Elle leur dit qu'un membre du personnel de direction sera chargé de leur sécurité, leur présentant Anna, qui est en fait Vermilio déguisé. Vermilio fait un court discours, et Ayura trouve qu'elle a l'air familière. Élic la regarde et la reconnaît comme la juge du concours de cuisine, et elle lui serre la main à contre-cœur. On voit Asta dans un champ, au plus profond du royaume humain, alors qu'elle le compare à l'Empire. On apprend que l'Empire est recouvert d'une toxine invisible, et que tous les habitants vivent à l'intérieur d'une barrière pour rester en sécurité. Pendant ce temps, Vermilio et les 4 concurrents partent pour le château Urim, tandis qu'Asta entame aussi son voyage. Ayura élimine plusieurs créatures ressemblant à des insectes, mais encore plus de monstres apparaissent autour d'eux. Kenros explique que les monstres insectes ont été créés par la toxine qui recouvre la Terre. Une horde charge Ayura alors qu'elle tranche les monstres. On rencontre Dorch, le 4e finaliste, qui propose son aide, disant qu'il peut s'occuper de tous les monstres d'un coup. Il explique que s'il mange des haricots, il peut créer une barrière extrêmement puissante. Il mange un haricot, et une énergie puissante commence à rayonner de lui. Alors que les monstres se rapprochent, Vermilio demande combien de temps la barrière met à s'activer,
et est choquée quand Dorch lui dit que ça prend 30 minutes. Réalisant que 30 minutes seraient bien trop longues, elle utilise ses pouvoirs pour incinérer les monstres. Voyant cette démonstration de puissance, les soupçons d'Ayura sont confirmés. Ils arrivent à une zone de repos protégée par une barrière, où Vermilio remarque qu'Elic n'est pas épuisé comme les autres. Elle se demande s'il a une endurance incroyable, ou s'il est immunisé contre la toxine. Dans une pièce séparée, Kenros et Ayura discutent d'Anna. Ayura pense qu'Anna est en fait Dame Vermilio, disant qu'elle doit surveiller Elic. À ce moment-là, Vermilio passe devant la pièce et surprend leur conversation. Elle insiste sur le fait qu'ils se trompent, affirmant qu'elle n'est qu'Anna de la direction. Elle leur demande de ne pas en parler à Elic, et Ayura comprend qu'elle est bien Vermilio. Plus tard, ils partagent tous un repas préparé par Elic, et Vermilio est irritée, pensant qu'Elic fait son numéro. Elle goûte la nourriture à contre-cœur, mais la trouve délicieuse. De retour à la capitale, Azudra et Anne jouent à un jeu. Rocco les informe du statut des concurrents et leur dit qu'ils empruntent une route souterraine vers le château Hirum, pour éviter une tempête. Anne ajoute que la toxine est plus puissante là-bas et engendre trop de monstres. Ista est inquiète et suggère d'envoyer des troupes en renfort, mais Azudra explique qu'en raison du fonctionnement des pouvoirs de Vermilio, plus de troupes ne feraient que la gêner. Il mentionne également que réduire les forces à la capitale est risqué, car les chevaliers pourraient attaquer à tout moment. Azudra l'assure que Vermilio est très forte, mais admet qu'il est un peu inquiet aussi. Dans le passage souterrain, Vermilio leur dit de ne pas s'occuper des monstres qui ne sont pas directement devant eux, alors qu'ils sprintent à travers le passage. Les concurrents sont sur le point d'être de nouveau encerclés, alors qu'Ayura avertit Vermilio d'un énorme monstre derrière elle. On apprend que ce monstre particulier est une forme de vie du Nouveau Monde, qui apparaît dans les endroits où la toxine est puissante. Les formes de vie du Nouveau Monde attaquent tout et deviennent plus fortes grâce aux batailles constantes. Elic décide de s'en occuper, et les autres remarquent qu'il a maintenant une arme, notant qu'il s'était battu à main nue tout ce temps. Elic saute et donne un coup de pied au monstre, l'envoyant voler à travers un mur. Il tire son épée pour célébrer la victoire, et on voit qu'elle est plutôt petite. Le monstre est vaincu d'un simple coup de pied, et Vermilio brûle son cadavre par sécurité. Elle se demande si une forme de vie du Nouveau Monde est apparue aussi dans le royaume humain. Puisque Elic semblait familier avec ce qu'elle était, le groupe sort du passage et aperçoit le château. Un agent de renseignement se révèle et les conduit à une entrée cachée du château. L'agent ouvre la porte et Vermilio les met en garde, leur rappelant les règles avant qu'ils n'entrent. Ayura pense que Kenros et Dorch font semblant d'être paresseux et prévoit de se lancer à la dernière minute pour remporter la victoire. On voit que Kenros veut en fait qu'Elic gagne, et Dorch veut juste partir, mais Ayura prévoit de battre Elic, en attaquant le chef ennemi avant qu'Elic ne puisse faire son mouvement. Dans un flashback, on voit Azudra parler de la première fois qu'il a rencontré Elic. C'était juste après qu'il ait fini de créer le contrat vert profond et qu'il visitait le château. Il a vu Elic arriver au château et entrer facilement, déclenchant les pièges d'Azudra, mais cela n'a eu aucun effet sur lui, et Azudra a fini par être blessé à la place. On apprend qu'Azudra fait confiance à Elic parce qu'Elic aurait pu le tuer s'il l'avait voulu. De retour au présent, Vermilio se méfie toujours d'Elic alors qu'ils arrivent à l'intérieur du château détruit. Ils aperçoivent les chevaliers dans une ouverture et Ayura dit aux autres de s'occuper des chevaliers pendant qu'elle combat le chef. Avant qu'ils ne puissent l'arrêter, elle se précipite vers le chef et les autres suivent. Ils repoussent les chevaliers et Ayura s'approche du chef quand soudain il attaque avec une vitesse incroyable, lui tranchant le bras. Les autres sont choqués alors qu'elle tombe au sol. Le chef des chevaliers est sur le point de tuer Ayura quand Elic l'appelle par son nom, Edel. Edel est surpris qu'Elic ait pu le reconnaître et il retire son casque, semblant ravi de rencontrer Elic. Il explique qu'il a réussi à conserver sa personnalité grâce à son taux d'éveil exceptionnellement élevé, et qu'il a vu ses amis souffrir pendant le processus d'éveil, souhaitant avoir perdu sa personnalité à la place. Vermilio confirme que les chevaliers ailés sont des humains, et soupçonne qu'ils ont utilisé la sorcellerie pour changer leur corps. On apprend qu'Edel a acquis ses pouvoirs grâce au processus d'éveil, et qu'il devient plus fort à chaque bataille. À ce moment-là, d'innombrables chevaliers ailés approchent, alors qu'Edel explique qu'il prévoit d'envahir le royaume des démons. Un chevalier attaque Vermilio, mais elle le brûle instantanément, pensant que même avec l'éveil, un seul héros est une menace bien plus grande que les chevaliers ailés. Mais Edel révèle qu'ils se sont éveillés en tant que héros. On apprend que le dernier héros est né il y a 255 ans, et l'existence simultanée d'Elic en était une surprise pour tous. Vermilio est confuse,
car les chevaliers ne sont pas assez forts pour être des héros, mais craint qu'ils ne deviennent plus puissants avec le temps, et si plusieurs héros émergent, alors l'Empire serait condamné. Les chevaliers encerclent les démons, et alors qu'Edel prononce son discours, Ayura se faufile par derrière, lui tranchant une aile. On voit qu'Ayura a régénéré son bras, car elle est membre de la tribu Ahad, composée de démons au puissant pouvoir de régénération. Ayura engage le combat avec Edel, tandis que Vermilio devine qu'Ayura n'a pas immédiatement tué Edel, afin de pouvoir évaluer l'allégeance d'Elic. Ayura combat Edel et lui tranche l'autre aile, pensant que les capacités de héros ne sont pas si fortes juste après l'éveil. Vermilio réalise que les chevaliers sont encore faibles. Elle utilise une technique de multi-invocation pour lancer des attaques de feu massives, éliminant un certain nombre de chevaliers. Elle s'empêche de tous les faire exploser, car elle doit penser au final du tournoi. Edel est stupéfait par sa puissance, et Ayura lui dit qu'elle n'est qu'un membre du personnel de direction, le surprenant encore plus. Ayura ment à Edel et lui fait croire que l'Empire démon est rempli de gens aussi forts que Vermilio. Elle dit à Edel de s'excuser, mais il refuse, alors elle s'apprête à l'abattre. Cependant, Elic bloque son épée, et Vermilio pense qu'il est leur ennemi. Elic explique que tuer les chevaliers zélés est une mauvaise idée, mais à ce moment-là, une plume transperce le corps d'Edel. On voit un autre chevalier ailé voler au-dessus du champ de bataille, c'est lui qui a attaqué Edel. Edel mentionne que le passage était presque terminé, mais avant que quiconque ne puisse comprendre, Elic crie à tout le monde de reculer, alors que le sol s'effondre sous eux. Le groupe tombe dans une zone souterraine, et on apprend qu'elle contient une pierre de barrière qui repousse les toxines, et une porte créée avec un ancien sort de téléportation spatiale. Kenrose devine que le royaume humain se trouve de l'autre côté de la porte, alors que la porte commence à tout aspirer. Vermilio explique que le sort a échoué et que la porte est hors de contrôle, ils doivent donc la fermer. À ce moment-là, Dorch active sa barrière pour les protéger d'être aspirés. Il explique que sa barrière de puissance maximale est habituellement plus grande, mais la porte absorbe même sa barrière. Vermilio réalise que la porte tire son énergie des pierres de barrière et prévoit de la détruire. Elle sort de la barrière de Dorch pour atteindre la pierre, et elle la fait exploser, mais ne parvient qu'à faire une fissure. Elle se prépare à tirer à nouveau, mais elle est frappée par des débris, et elle est sur le point d'être aspirée. Elic apparaît soudainement et court vers Vermilio, qui fait exploser la pierre à nouveau, la brisant. Elic lui attrape la main, mais ils sont tous deux aspirés. La pierre se brise complètement, et la porte se ferme. Vermilio reprend conscience, et se réveille sur une magnifique plage, se demandant où elle est. Vermilio est émerveillé par l'océan, et pense qu'ils ont été transportés au bout du continent. Elle se tient dans l'eau, et remarque qu'il n'y a aucune toxine. Elle est reconnaissante d'avoir atterri dans un endroit riche en ressources alors qu'elle s'assied près d'une rivière, et se demande où est Elic. Elle retrouve Elic sur la plage, et on voit qu'il a construit une maison entière. Un oiseau parlant distrait Vermilio, et Elic la trouve cachée dans les buissons. Vermilio ne lui fait pas confiance, alors elle se prépare au combat. Elic explique qu'il a construit la maison comme base d'opération, car ils ne pourront pas retourner dans le royaume des démons de sitôt. Elic révèle qu'ils sont sur une île, et il en est certain, car il a fait le tour de toute la zone pour vérifier. Vermilio se demande s'il y a un moyen de rentrer quand il se met soudain à pleuvoir. Elic et l'oiseau courent vers la maison, tandis que Vermilio pense qu'au moins, l'Empire est à l'abri de la menace d'Elic. Vermilio refuse d'entrer dans la maison, mais Elic finit par la prendre et l'emmener à l'intérieur. Elic pense qu'il devrait construire un bateau pour quitter l'île. Vermilio panique, pensant qu'elle ne peut pas laisser Elic retourner dans le royaume des démons, mais elle change d'avis quand elle réalise qu'Elic a eu de nombreuses occasions de la tuer, mais ne l'a pas fait, choisissant plutôt de l'aider. Elle se demande si Elic est vraiment un allié, alors qu'ils partent chercher de la nourriture. De retour à la capitale, Azudra s'interroge sur le sort d'éveil des héros. Il décide d'envoyer une équipe de recherche pour retrouver Vermilio, afin qu'elle puisse aider à combattre les humains. Anne lui explique que la plupart de leurs soldats sont déployés, rendant une recherche d'envergure impossible. Azudra leur révèle qu'ils utiliseront un sort de localisation, une sorte de balise magique, pour la retrouver et suivre sa trace. Anne précise qu'il leur faut un objet personnel de Vermilio pour le sort. Azudra avoue avoir tenté de récupérer quelques-uns de ses cheveux lors de sa coupe, sans succès. Ista, elle, leur confie avoir précieusement conservé une mèche, par tradition. Il déploie une carte, puis, à l'aide des cheveux insérés dans une petite figurine en bois, il lance le sort. La figurine s'éloigne de la carte, indiquant clairement que Vermilio ne se trouve plus sur le continent.
De retour sur l'île, Vermilio pêche tranquillement sur un rocher, songeant à demander directement à Élic ses motivations. Mais elle se dit que s'il se révélait être un ennemi et qu'il devait m'y se battre, elle n'aurait aucune chance. L'oiseau bavard lui annonce qu'elle a ferré un poisson, et Vermilio tente de le remonter. Elle se débat avec une petite prise, mais la ligne cède. Élic plonge alors pour l'aider à attraper le poisson, mais il remonte un tout autre animal, pour le moins inattendu. Le lendemain matin, Vermilio se réveille dans la maison, toujours perplexe quant à la marche à suivre. Un homme étrange se présente à sa porte, un petit déjeuner à moitié entamé à la main. Il lui explique que le chef du village le lui a envoyé, et elle est stupéfaite d'apprendre l'existence d'un village sur l'île. Vermilio demande à l'homme de la conduire au village. Ce qu'il fait, il se balade, et nous découvrons que ses habitants sont les seuls résidents de l'île. L'oiseau bavard retrouve Vermilio, s'accroche à elle, et lui apprend que Élic est parti tenter de construire un bateau. Elle se hâte de le retrouver avant qu'il ne quitte l'île, et l'aperçoit dans la forêt. Elle le voit, Alec, dégager une aura puissante, puis abattre plusieurs arbres d'un seul coup, comme si de rien n'était. Il finit par briser sa hache, mais continue d'abattre les arbres à main nue, sans sourciller. Vermilio et l'oiseau tentent de se dissimuler derrière un rocher, mais Alec les débusque. Elle lui demande s'il a des nouvelles, et est soulagée d'apprendre que non. Elle aperçoit quelque chose d'étrange sur une plage voisine, et s'y précipite, découvrant les ruines d'un château antique. Élic lui explique qu'elles sont partout, et suppose que l'île a dû connaître une période de grande prospérité. Élic construit le bateau à toute vitesse, et Vermilio fait remarquer que la qualité de son travail est, disons, un peu en dessous de ses standards habituels. C'est alors que le chef du village surgit, l'air visiblement mécontent, et leur annonce qu'il faut qu'ils discutent. Le chef du village les entraîne dans la forêt, et ils le suivent, un peu méfiants. Ils se retrouvent vite encerclés, mais le chef révèle alors qu'il les a simplement conduits à une fête de bienvenue. Vermilio, agréablement surprise, avoue apprécier ce chaleureux accueil. On découvre que Alec a troqué ses services contre des provisions du village, tout ça pour prendre soin de Vermilio. Le chef du village lui parle ensuite de la grande sorcière, affirmant qu'elle pourrait les aider à retrouver le chemin du continent. On apprend que la grande sorcière réside sur une montagne et qu'elle détient un savoir immense. Vermilio souhaite la rencontrer, mais le chef lui explique que c'est impossible, la montagne étant protégée par une puissante barrière magique. Vermilio passe la journée avec les villageois, patientant que la grande sorcière daigne descendre de sa montagne. Elle confie à Élic qu'elle est mentalement épuisée par leur compagnie, mais qu'elle apprécie sincèrement leur gentillesse. Élic les compare aux démons, mais Vermilio lui rétorque que les démons sont foncièrement maléfiques, citant une tribu barbare anthropophage et d'autres de l'Empire. Elle lui demande pourquoi il l'a sauvée. Il répond qu'elle était son amie et qu'il était déjà reconnaissant que les démons aient accepté un humain tel que lui. Élic révèle que tous ses anciens amis humains étaient redevenus ses ennemis, le laissant complètement seul. Vermilio lui demande si Edel était son ami, ce qu'il confirme, ajoutant qu'Edel était vraiment une personne formidable. Ils rentrent à la maison. Vermilio demande à Élic ce qu'il fera à leur retour et s'il combattra vraiment les chevaliers, même s'ils étaient ses anciens amis, mais il répond qu'il a un vieux compte à régler. Il explique qu'une fois éveillé, un humain n'est plus vraiment humain, mais une simple arme, obéissant aux ordres du roi. Alec craint qu'il n'attaque toutes les autres races s'ils ne sont pas stoppés à temps. Au château Eurim, les autres concurrents repoussent d'os des monstres, attendant l'équipe de gestion, quand soudain, de nouveaux chevaliers ailés surgissent. Ils discutent entre eux, et Ayura en déduit que ces chevaliers ont des taux d'éveil très élevés, puisqu'ils peuvent parler. Ayura leur annonce qu'Edel leur a tout révélé. Un chevalier lui demande alors si elle connaît leur but ultime, et où se trouve leur chef. Ayura l'attaque, mais son coup est paré, et elle reporte son attention sur l'archer. Un troisième chevalier la frappe d'une boule de feu, et elle bat en retraite, tandis que d'autres chevaliers surgissent. Ayura et Dorch décident de contenir les chevaliers pour permettre à Canrose de s'échapper et d'informer l'équipe de gestion de la situation. Une voix retentit dans la salle, leur ordonnant de cesser, et Ista et Han apparaissent. Ista bondit pour les protéger, taillant en pièces les chevaliers, tandis que Han érige une barrière défensive. Ista leur annonce qu'ils ont ramené du renfort, et tous prennent la fuite. Les chevaliers les pourchassent vers une autre zone, où ils se retrouvent encerclés. C'est alors qu'Azudra arrive, accompagné de Rocco. Les chevaliers se méfient d'Azudra, percevant sa puissance, mais l'un d'eux l'insulte, le mettant hors de lui. On découvre qu'Azudra redoute d'être craint, et s'efforce donc de dissimuler sa fureur. Il presse les humains de s'en aller, leur proposant d'apprendre à coexister et d'éviter tout combat. Les humains sont horrifiés par cette idée, mais Azudra leur rappelle qu'ils ont déjà vécu en paix par le passé. En plein exposé, un chevalier l'attaque, révélant qu'ils agissent sur ordre du roi. Azudra comprend alors qu'il n'a plus le choix.
Il déchaîne sa puissance, des lianes géantes surgissent du sol, vainquant et capturant instantanément tous les chevaliers. Les humains le prennent pour le grand chef, mais Azudra leur explique qu'il n'est qu'un des 4 généraux. Le groupe est sidéré par sa puissance. On apprend qu'il peut manipuler chaque arbre de l'Empire démoniaque et qu'il se considère lui-même comme le plus faible des 4 généraux démons. Azudra explique aux chevaliers capturés qu'il n'est qu'un citoyen lambda et que les châteaux détruits n'étaient que 2 parmi une multitude. Le chevalier réalise alors que vaincre les démons sera bien plus ardu qu'il ne l'imaginait. Azudra les presse de se rendre. Un chevalier fait remarquer qu'ils ne parlent pas comme un démon, eux qui les croyaient foncièrement maléfiques. Ista perçoit une présence, et une flèche fonce sur Azudra, mais il la dévie d'un geste. D'autres chevaliers tirent des flèches depuis les remparts du château, alors Anne lève une barrière protectrice. Ista comprend qu'il cible les chevaliers capturés pour les éliminer. Ayura fait remarquer que c'est exactement ce qui est arrivé à Edel. Les autres chevaliers s'évanouissent, et Azudra interroge le survivant sur ce qui s'est produit. On apprend que les héros se renforcent en accumulant l'expérience du champ de bataille, et qu'ils attaqueront sans relâche l'Empire démoniaque jusqu'à surpasser tous ses habitants. Le chevalier lève son épée, proclamant que les héros ne meurent jamais, ils renaissent sans cesse. Ils se donnent la mort, et les corps des chevaliers s'évanouissent du champ de bataille. On les voit ressusciter dans un château du royaume humain, où le roi leur explique à quel point les démons sont maléfiques. On voit Asta espionner le château, perplexe en voyant les chevaliers apparaître comme par magie. Elle soupçonne une préparation de conseil de guerre, car ils s'envolent tous. Sur le champ de bataille, Azudra remercie les autres, tandis que Anne érige une barrière de pierre pour les protéger de la toxine. Tous se reposent. Ista reçoit un message d'Asta, l'informant de ses observations et confirmant la résurrection des chevaliers. Le groupe tient une réunion d'urgence pour évaluer la situation, et Rocco expose tous les problèmes actuels de la région de l'Est, en commençant par le plus crucial. Les problèmes sont la disparition de Vermelio, la menace humaine, les monstres de l'Est, le poste vacant de seigneur démon et Élic. Rocco détaille ensuite les menaces des puissances régionales voisines, les forces du Nord étant les plus inquiétantes et les humains de l'Est les moins. Les autres estiment que les humains sont sous-estimés. On apprend que les humains sont la race la plus faible, à l'exception de leurs héros. Azudra, après mûre réflexion, les classe à un niveau de menace supérieur à triple S. Plus de la moitié des troupes de l'Empire sont déployées sur la ligne de défense nord. Si les humains se renforcent, il n'y aura pas assez de soldats. Azudra propose une stratégie pour annuler leur résurrection. Cette capacité vient d'un sort. Il faut donc éliminer le lanceur, le roi humain. Anne lui demande comment il peut en être si certain. On apprend qu'il y a longtemps, Azudra a affronté un héros capable de revivre et a compris que cela venait de la magie du roi. Le sort, semblable au contrat vert profond d'Azudra mais plus puissant, permet aux héros éveillés de ressusciter au pied du roi humain. Ista s'interroge sur la capacité du roi humain à maîtriser une magie si avancée. Azudra en déduit qu'ils doivent posséder un autre type d'être éveillé. Si le héros est de type combat, le roi, lui, doit être de type soutien. Azudra déclare que pour l'heure, leur priorité est de défendre contre la prochaine attaque, puis de tenter de reprendre le château. Ensuite, ils dépêcheront une force d'élite pour éliminer le roi humain. On voit les démons s'activer pour renforcer le château. Kenros confie à Dorch qu'il n'aime pas se battre, mais Dorch lui rétorque qu'ils n'ont pas le choix. Ayura et Ista s'inquiètent pour Asta, et on découvre qu'Asta a été formée par Ayura. Azudra retourne à l'endroit où le portail était dissimulé, pensant que le passage n'a peut-être pas totalement disparu. S'ils parviennent à le rouvrir, ils retrouveront Vermelio. Mais il ne peut ouvrir un portail assez grand pour leur passage. Il remet donc à Anne plusieurs objets. Un éclaireur vert profond, une baguette magique indiquant la direction de l'Empire, et une lettre détaillant son fonctionnement. Azudra ouvre un petit portail et y fait passer les objets. On voit qu'il est complètement vidé et épuisé par l'effort. Sur l'île, l'oiseau bavard découvre les précieux objets. On découvre Vermilio, tentant de préparer un repas, mais le goût ne la satisfait guère. Elle remarque que le feu s'éteint. L'oiseau revient avec des brindilles et les jette dans le foyer, ainsi que les objets qu'il a trouvés. Vermilio, elle, est juste ravie que le feu reprenne. Après toutes les révélations de Élic sur son passé, Vermilio le voit sous un tout nouveau jour et ne se méfie plus du tout de lui. Elle est interrompue par un villageois qui vient l'informer de l'arrivée de la grande sorcière au village.
Vermilio s'élance, demandant aux villageois de prévenir les autres de sa destination. Arrivée au village, elle découvre que la sorcière est déjà partie. Frustrée de sa lenteur, elle voit Alec entrer avec le villageois, qui s'excuse et avoue qu'elle est en retard parce qu'il a piqué un somme en route. Le chef du village les rassure, leur ayant exposé leur situation à la sorcière, qui a levé sa barrière pour les autoriser à lui rendre visite. Vermilio et Alec se rendent donc chez la sorcière, accompagnés de l'oiseau, que l'on découvre s'appeler Pee-wee. En arrivant à la demeure de la sorcière, le groupe ressent aussitôt une aura monstrueuse. Vermilio est intimidée, mais elle avance. Au sommet de la montagne, ils sont accueillis par une créature semblable à Pee-wee, puis rencontrent une magnifique femme, la grande sorcière, en personne. Elix se présente à la sorcière. Celle-ci déclare que, puisqu'ils ont aidé les villageois, elle est disposée à les aider à rentrer chez eux. La sorcière leur indique que le continent qu'ils recherchent se situe au nord-ouest. Cela intrigue Vermilio, qui réalise qu'il pourrait exister d'autres continents. La sorcière se tourne ensuite vers Elic, lui conseillant de ne pas se précipiter et de ne pas partir à l'improviste. Elle leur recommande de préparer des rations et un navire robuste pour affronter les tempêtes. Elle leur conseille aussi de capturer une rare créature marine, le Korstag, pour les guider à travers une zone océanique périlleuse. Elle leur en montre l'image et Vermilio réalise que c'est la bête qu'ils avaient pêchée sur la plage. Alec part en courant pour capturer le Korstag, tandis que la sorcière propose à Vermilio de passer la nuit chez elle. Vermilio confronte la sorcière, l'interrogeant sur son identité, car elle est si différente des insulaires et semble détenir un savoir immense. La sorcière balaie ses soupçons et conseille plutôt à Vermilio de se concentrer sur ses propres soucis. Elle la met en garde. Alec est bien plus dangereux qu'elle ne l'imagine, capable de déclencher une catastrophe majeure. Au village, les habitants ont achevé la construction et le chargement du navire. Alec capture 3 Korstag pour le voyage, mais en relâche 2, n'en gardant qu'un. Elic et Vermilio font leurs adieux aux villageois, les remerciant chaleureusement pour leur hospitalité. La sorcière explique à Elic que le navire avancera grâce à un boîtier que la magie de Vermilio pourra alimenter. Si le boîtier cède, ils devront ramer jusqu'au bout. Après ses adieux à Pee-wee, Vermilio est prête à embarquer. Les deux s'en vont pour leur voyage de retour, sous les saluts des villageois. La sorcière médite sur les choix de Vermilio, mais reste persuadée qu'elle surmontera tous les défis qui se présenteront à elle. En chemin, Alec fait remarquer la ressemblance entre la sorcière et Vermilio. Celle-ci avoue soupçonner que la sorcière vient de leur royaume, mais qu'elle n'a rien voulu lui dire. Soudain, Vermilio voit Pee-wee surgir d'un baril, lui annonçant joyeusement qu'il a décidé de l'accompagner. Vermilio est furieuse, jugeant le voyage bien trop dangereux pour lui, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il tient une lettre pour elle. La missive de la sorcière affirme que Pee-wee serait un excellent compagnon de route, ayant déjà voyagé avec elle, et que son corps est étonnamment résistant. Elle conseille aussi à Vermilio de se détendre, en caressant le corps tout doux de Pee-wee pour se calmer. Alec l'accueille à bord, mais Vermilio, toujours sceptique, exige de faire demi-tour pour le ramener. C'est alors qu'une pieuvre géante surgit de l'océan, l'interrompant brusquement. Alec s'apprête à l'affronter, mais Vermilio l'arrête et utilise le boîtier pour les propulser loin du monstre, en toute sécurité. Elle hurle ensuite à Pee-wee de rentrer, mais Alec la persuade de le laisser, promettant de veiller sur lui. Elle se remémore les conseils de la sorcière et accepte à condition de renvoyer Pee-wee si la situation devient trop périlleuse. L'équipage poursuit sa route jusqu'à atteindre la zone maritime dont la sorcière les avait mis en garde. Comme convenu, ils attachent le Korstag au navire et le libèrent dans l'eau. Ils les guident alors dans la bonne direction, les tirant sans encombre hors du brouillard. Ils poursuivent leur chemin sans grand mal jusqu'à ce qu'une tempête les surprenne et les aspire dans un tourbillon. La pieuvre géante refait surface, ajoutant à leur malheur. Alec s'apprête à l'affronter. L'octopus attaque et Elic se jette imprudemment sur lui, lui assénant un coup de poing d'une force colossale. Mais cela n'a absolument aucun effet sur la pieuvre. Quand Vermilio tente d'intervenir, Elic l'arrête, lui ordonnant de fuir pendant qu'il retient le monstre. Vermilio proteste d'abord, mais face au regard résolu de Alec, elle se résout à l'écouter. Elle dirige le navire hors du tourbillon, tandis que Alec poursuit son combat. On voit Alec se faire mordre par le monstre, qui enroule ses tentacules autour de lui. Vermilio observe, impuissante, le monstre entraîner Alec sous l'eau. Elle appelle désespérément Alec à la surface, mais en vain. La tempête s'apaise. Vermilio et Pee-wee attendent, finissant par accepter sa disparition. Vermilio aperçoit le continent au loin et atteint le rivage pour y trouver Elic, qui a survécu et l'a précédé. Elic s'excuse, expliquant qu'aspiré par le tourbillon après avoir repoussé le monstre,
il a réussi à s'échapper et à rejoindre le continent. Vermilio réprimande Alec pour son imprudence, mais lui exprime sa profonde gratitude pour avoir risqué sa vie pour eux. Elle lui interdit alors toute initiative solitaire et s'en va, furieuse, vers le navire pour décharger. Ils récupèrent leurs affaires, libèrent le Korstag en mer, puis s'enfoncent dans le continent, cherchant un village pour trouver une carte. Vermilio perçoit une présence et s'immobilise, croyant Élic responsable, jusqu'à ce qu'une boule de feu jaillisse de la forêt vers elle. Bientôt, ils sont encerclés par des indigènes qui tentent de les capturer. Vermilio constate qu'ils sont faibles et timides, et décide de coopérer. Les barbares les entravent avec des menottes en bois et les mènent chez eux. Vermilio remarque l'état de délabrement du lieu et de ses habitants. Les ravisseurs expliquent que le royaume d'Aurel, jadis paisible et florissant, fut anéanti par seulement 50 barbares de la tribu Tofan. On apprend que cette tribu a soudainement décuplé sa puissance et que leur roi a acquis un pouvoir inimaginable. La tribu Tofan a pris le pouvoir et a maudit les Auréliens, les transformant en monstres. Ils ont soumis la tribu à des travaux éreintants et punissent sans merci quiconque ne respecte pas le quota, en les forçant à trouver davantage d'esclaves. Vermilio comprend qu'ils ont capturé son groupe pour la même raison et les traite de misérables. L'Aurélien admet que c'est une erreur, mais il est désespéré de protéger ses amis, alors qu'il tombe sur la princesse aurélienne. Elle aperçoit le groupe de Vermilio et ordonne aux soldats auréliens de les libérer, affirmant désapprouver leurs actes malgré leur désespoir de sauver la tribu. À cet instant, le groupe entend un grondement. La tribu Toffman et son roi marchent sur le royaume, plutôt que prévu. La princesse avertit Vermilio et les autres de s'échapper par la porte dérobée, sous peine de gros ennuis, mais ils se dissimulent à proximité pour observer. La princesse salue le roi Toffan, qui, s'ennuyant, la met à terre d'un coup. Le roi Toffman lui déclare qu'il désire la conquête et compte utiliser les Auréliens comme soldats pour envahir d'autres royaumes. La princesse proteste, arguant que cela contrevient à leur accord de les épargner s'ils se rendaient. Le roi Toffman la rejette, affirmant que l'accord tiendra s'ils combattent et remportent la victoire sur le champ de bataille. La princesse rétorque que son peuple est trop faible pour se battre, mais le roi exige qu'ils montent dans ses chariots, sinon il les massacrera. Élic bondit, s'interposant entre la tribu Toffman et les Auréliens, sommant le roi de cesser. Vermilio le rejoint, érigeant un mur de feu pour protéger les Auréliens, tandis que Élic s'apprête à affronter la tribu Toffman. Le roi ordonne à ses soldats d'attaquer, mais Élic les repousse d'une simple gifle, sans le moindre effort. Frustré par l'inefficacité de ses troupes face à Élic, le roi Toffan décide de prendre les choses en main et l'affronte. Il assène un coup de poing à Élic, créant un nuage de fumée par la force de l'impact. Tous, sauf Vermilio, craignent que Élic n'ait perdu. Le roi exige alors de Vermilio qu'elle révèle sa provenance, afin qu'il puisse ravager ce lieu. Vermilio le repousse, déclarant qu'elle ne le combattra que s'il bat Alec. Comme par magie, Alec surgit de la fumée derrière le roi. Le roi est sidéré qu'il ait survécu à son coup et lance une rafale d'attaque, mais Alec reste de marbre. Alec riposte, projetant le roi dans les cieux, le vainquant sur le champ, sous les yeux ébahis de tous. Il exige du roi qu'il libère les Auréliens et ne se montre plus jamais. Le roi refuse obstinément et Vermilio perçoit une aura l'envelopper. Le monarque Toffan grossit, devient plus monstrueux, fixant Alec d'un air menaçant, qui lui semble imperturbable alors qu'il s'apprête à s'affronter de nouveau. Le roi frappe Alec, mais ne fait que cogner le sol, Alec ayant esquivé son attaque. Le roi continue de hurler et de frapper le sol, semblant avoir totalement perdu la tête. Vermilio intime aux Auréliens de se mettre à l'abri et de lui laisser gérer la situation. Elle lance une boule de feu sur le roi, lui arrachant un bras, qui se régénère aussitôt. Élic émerge du nuage et se dresse devant le roi, tandis que Vermilio se sent trop faible pour l'affronter seul. Élic frappe le bras du roi, le faisant exploser à nouveau, et Vermilio est stupéfaite de sa puissance, même sans magie. Le roi reste paralysé, son corps commençant à s'effriter en poussière, et Vermilio réalise que la bataille est déjà terminée. On apprend que le roi a puisé toute son énergie vitale pour décupler sa puissance. Vermilio s'interroge sur l'origine du regain de puissance de la tribu Toffman, malgré l'absence de toxines sur ses terres, et sent que quelque chose d'étrange se trame. Un soldat Toffan les remercie, à la surprise générale, suivi par les autres avant leur départ. Vermilio comprend qu'ils étaient incapables de défier leur roi depuis le début. Soudain, tous les Auréliens, libérés de la malédiction, se mettent à briller et à retrouver leurs formes originelles.
La princesse annonce la fin du règne de la tribu Toffman et s'incline pour remercier Alec et Vermilio. Elle leur demande leur nom afin que son royaume puisse se souvenir de leurs actes héroïques, de leurs chants et de leurs récits, et Pili les leur révèle avec enthousiasme. Les Auréliens célèbrent avec le groupe toute la nuit, scandant leur nom. Le lendemain, Vermilio se prépare à partir vers l'ouest, vers deux grands royaumes, espérant trouver une carte pour l'Empire, tandis qu'Alec salue les Araliens, qui leur souhaitent bon voyage. Un voyageur de passage les informe que les deux royaumes ont été détruits après une guerre violente. Il leur indique une autre ville, au loin, où ils pourront en apprendre davantage. Dans cette petite ville, le groupe rencontre une mystérieuse dame près d'une fontaine, chantant un héros nommé Angus. Il suppose donc qu'elle est une survivante des royaumes en ruine. Ils trouvent un vendeur de cartes avec une carte de l'Empire, mais il en demande 50 000 laines. Vermilio prie le commerçant de garder la carte pendant qu'ils réunissent l'argent. Et Sanit. Ils vendent les cristaux reçus de la princesse aurélienne, ce qui ne leur rapporte que 25 000 des 50 000 lans nécessaires. Les deux commencent à chercher des moyens de gagner de l'argent rapidement, quand soudain, ils entendent une annonce. Un concours de cuisine avec 30 000 laines à la clé. Vermilio réalise qu'Elic peut gagner grâce à ses talents, alors elle les inscrit au concours. Un autre concurrent, Ajikaba, se joint à eux, et nous apprenons qu'il est le champion invaincu du concours. D'autres adversaires redoutables, comme Mounmil Goudou et Touga, la sauce piquante, participent également. Le juge en chef est Maître Rio Raiden, une célébrité culinaire. La compétition débute. Le thème, les plats uniques. Le public acclame les créations des autres concurrents, ignorant presque Alec et Vermilio. Le public continue de se moquer d'eux jusqu'à ce qu'ils voient Alec hacher ses légumes avec une telle dextérité qu'il semble figé. Les autres concurrents sont aussi intimidés par son talent et Vermilio leur raconte comment il a gagné le concours du Seigneur Démon. La compétition s'intensifie, Alec étant désormais pris au sérieux. Pendant ce temps, Pee-wee écoute la mystérieuse dame chanter près de la fontaine. On apprend que Pee-wee cherchait des plats populaires pour aider Elic et s'est perdu en chemin. La dame propose d'aider Pee-wee à retrouver les autres. Au concours, l'heure est à la dégustation et au jugement des plats. Tous les concurrents sont confiants, ce qui rend Vermilio nerveuse. Rio commence à goûter les plats. Il attribue 70 points au plat de Tuga et de Mummy, 98 points à celui d'Ajikaba. Mais quand il goûte le plat d'Alec, il lui donne 120 points, les déclarant vainqueurs. Ajikaba est dévasté et jure de ne plus jamais cuisiner, mais Alec le complimente, ce qui l'inspire à s'améliorer. Il lui offre son livre de recettes personnel et part pour son propre voyage culinaire. Alors que Vermilio s'inquiète de l'absence de Pili, il apparaît derrière elle, apprenant qu'il est en retard et que le concours est terminé. Avec l'argent, ils achètent la carte et découvrent qu'ils doivent se diriger vers le nord-ouest pour atteindre l'Empire, traversant ainsi les royaumes en ruine. En 166, le vendeur de cartes les avertit d'éviter les royaumes abandonnés, mais quand ils demandent pourquoi, la dame de la fontaine apparaît et les informe qu'un guerrier des ténèbres rôde dans cette zone. Nous apprenons que la dame s'appelle Madame Iris, et elle explique que croiser le chemin du guerrier des ténèbres signifie une mort certaine. Malgré les avertissements, Vermilio décide de prendre cette route pour ne pas perdre plus de temps. Avant leur départ, Madame Iris dit quelque chose à Pee-wee, puis le groupe s'en va, arrivant bientôt aux ruines du royaume. Ils traversent les ruines jusqu'à ce que Vermilio s'arrête soudainement, figé par une aura menaçante. Le ciel s'assombrit et le guerrier des ténèbres se matérialise. Il tente de fuir, mais il les rattrape instantanément. Au moment où il s'apprête à attaquer, Elk surgit et le repousse d'un coup de poing. Vermilio réalise que le guerrier des ténèbres possède la même aura que le roi Toffman. Cependant, ses pensées sont brusquement interrompues par Elk, qui lui ordonne d'urgence de prendre Pee-wee et de s'échapper pendant qu'il affronte le guerrier. Vermilio promet de revenir aider une fois Pee-wee en sécurité. Elic et le guerrier commencent à se battre et Elic est blessé immédiatement. Vermilio est choqué de voir Alec en difficulté et réalise que le guerrier tire son pouvoir d'une source sinistre. Elle se dépêche de mettre Pee-wee en sécurité pour pouvoir retourner aider Alec. Pee-wee remarque alors quelque chose et nous voyons qu'Alec parvient à briser l'épée du guerrier. Alors que Vermilio pense la bataille terminée, le guerrier régénère son épée avec les ombres. Après avoir mis Pili à l'abri, Vermilio revient en chargeant un puissant sort. Elle le lance sur le guerrier qui reste insensible. Cependant, son attaque laisse le guerrier à découvert,
donnant à Alec l'occasion de lui asséner un puissant coup de poing. Le guerrier est projeté en arrière par la force du coup, mais il se rétablit rapidement et se téléporte vers Alec, le lacérant à la poitrine. Le combat continue, Élic et le guerrier échangeant des coups. Vermilio remarque qu'Élic ralentit à cause de ses blessures. Elle suppose que le guerrier est enchanté par un sort similaire à celui de Zudra et pense qu'ils ne peuvent le vaincre sans trouver le lanceur de sorts. Elle tente de fuir le guerrier le temps de trouver un plan pour le vaincre, mais Alec surgit derrière eux, attaque le guerrier et commence à le rouer de coups. Vermilio remarque que quelque chose ne va pas chez Élic et se souvient de l'avertissement de la grande sorcière. Elle crie à Élic d'arrêter, mais il l'ignore. Pee-wee apparaît et commence à chanter une mélodie, ce qui aide l'obscurité à se dissiper et fait cesser l'hostilité du guerrier. Pee-wee explique que Madame Iris lui a conseillé de chanter cette chanson en cas de problème. De retour à son état normal, Élic s'approche d'eux et Vermilio vérifie s'il va bien. Quand elle tente de le soigner, Élix l'arrête et utilise son mode de super récupération pour se guérir lui-même. Le guerrier des ténèbres se lève et s'éloigne. Le groupe le suit jusqu'aux ruines d'un château où gisent plusieurs cadavres. Le guerrier parle, expliquant que le royaume ne voulait que la paix, mais voir leurs proches assassinés les a poussés à faire la guerre à l'autre royaume. Le conflit s'est intensifié et une magie interdite a été libérée, transformant les chevaliers en êtres monstrueux qui ont massacré les royaumes. Dans une tentative désespérée de protéger les survivants, le guerrier des ténèbres fut contraint d'utiliser la même magie pour riposter. Cependant, les gens qu'il cherchait à défendre ont péri, et il a sombré dans la folie. Le guerrier exprime sa gratitude au groupe pour l'avoir libéré de la malédiction des ténèbres, mais alors qu'il s'effrite en poussière, il remarque l'arme d'Alec et lui déconseille de la posséder. Il donne ensuite à Alec son épée maudite pour l'aider dans de futures batailles. Dans ces derniers instants, le guerrier demande au groupe de chanter la chanson à nouveau. Cependant, juste au moment où Pee-wee commence à chanter, Iris l'arrête et exprime son désir de la chanter elle-même. Elle révèle qu'elle a suivi le groupe par curiosité et est heureuse de voir qu'ils ont sauvé le guerrier de la malédiction. Elle s'approche du guerrier et l'étreint. Nous apprenons qu'il s'appelle Angus et qu'il est son frère aîné. Angus est choqué de la voir vivante et Iris explique que même si le maléfice l'a privé de conscience, il a quand même réussi à la protéger et à sauver de nombreuses personnes pour leur royaume. Alec part avec son groupe pour laisser les frères et sœurs seuls, tandis que nous entendons Iris chanter pour Angus une dernière fois. Le groupe continue sa route et atteint les ruines de la ville suivante. Pea suggère de faire la course sur les murs, mais Vermilio proteste, disant que c'est dangereux. Cependant, Vermilio finit par se joindre à eux. Pee-wee atteint une brèche dans le mur, et Vermilio se moque de lui, pensant qu'il a perdu. Cependant, Pee-wee s'envole et les dépasse, mais trop occupé à célébrer, il fonce droit dans la gueule d'un monstre. De retour à l'Empire, nous voyons les chevaliers ailés et les démons engagés dans une bataille féroce, les démons l'emportant facilement. Ista observe le déroulement du combat et en fait le récit. Nous apprenons que les humains ont lancé une nouvelle attaque sur le château Irûm, mais ont été interceptés par les forces de défense. Azudra a réussi à reprendre le château du seigneur démon avec son équipe d'assaut spéciale, renforçant les défenses du château pour résister à une autre invasion. Puisque les chevaliers zélés peuvent ressusciter à l'infini, ils lancent des attaques continues, mais les démons parviennent à les repousser à chaque fois. Sachant que les humains atteindront bientôt leur plein potentiel de héros, Ista est anxieuse, mais essaie de garder la foi. Pendant ce temps, Anne informe Azudra de l'état de la bataille, rapportant qu'ils ont capturé 5 chevaliers. Cependant, en capturer davantage est difficile car ils ont des contre-mesures pour éviter d'être pris vivants, et Azudra admet que le plan de capture des chevaliers ne porte pas ses fruits. Ista entre ensuite pour rapporter ses découvertes sur le niveau de combat des humains. Nous apprenons qu'ils ont atteint le niveau 30, leur chef Edel atteignant le niveau 36. Anne commente la difficulté d'augmenter le niveau de combat et comment le statut de héros des humains les aide à progresser rapidement. Azudra suggère de renforcer l'armée, sinon ils pourraient y subir des pertes, mais il sait qu'il manque d'effectifs. Ista rapporte les résultats de l'évaluation du niveau de combat du roi démon. Nous apprenons qu'Ayura est au niveau 52 et leurs autres soldats autour du niveau 40, donc Azudra est rassuré qu'ils pourront tenir plus longtemps. Azudra sent quelque chose, mais il l'ignore et procède à son rituel quotidien pour localiser Vermilio. Rocco exprime son inquiétude qu'Azudra s'épuise à utiliser la magie chaque jour. Azudra la rassure, insistant sur le fait qu'il va parfaitement bien. Cependant, Anne soutient qu'il ment.
et qu'il est en fait assez faible. Rocco conseille à Azudra de se ménager pour le moral des troupes. Azudra l'assure qu'il effectuera le rituel moins souvent s'il échoue cette fois, mais Anne l'accuse encore de mentir, et Azudra lui dit de se taire. Nous apprenons qu'Azudra effectue quotidiennement le sort de localisation pour suivre Vermilio et assurer sa sécurité. Azudra commence le rituel et est surpris de voir la poupée atterrir sur la carte, confirmant que Vermilio se rapproche. Azudra demande immédiatement une carte détaillée de la région pour localiser précisément Vermilio. Pendant ce temps, nous voyons les chevaliers ailés se disputer dans leur château sous le regard d'Asta. Asta apprend que les chevaliers ne sont pas concentrés sur la victoire et ont d'autres objectifs en tête. Les chevaliers terminent la réunion, mais l'un d'eux sent Asta dans l'ombre et se précipite pour la trouver. Asta se cache à temps, et le chevalier pense qu'il a dû l'imaginer, mais Asta en déduit que leur capacité de héros s'aiguise, car il ne pouvait pas la sentir auparavant. De retour au château, Anne rassemble une petite équipe de recherche sur ordre d'Azutra pour trouver Vermilio. D'après ses mouvements, Azutra voit que Vermilio connaît le chemin du retour vers l'Empire. Ista leur demande si Élic est toujours avec elle, car elle craint qu'il ne se révèle être un ennemi, mais il les rassure. Anne précise que Vermilio ramène Élic en tant qu'allié, ou pas du tout. Azudra exprime sa confiance dans le jugement de Vermilio, car elle a eu l'occasion d'observer Élic de près pendant longtemps. Anne pense qu'Azudra avait fait confiance à Alec dès le début, mais il précise que même lui n'est pas assez intrépide pour lui faire aveuglément confiance, cependant son instinct initial était de croire en lui. Azudra discute ensuite de son désir de résoudre les problèmes pacifiquement, reconnaissant qu'il y a de bonnes et de mauvaises personnes partout, y compris chez les humains. Nous le voyons se remémorer un vieil ami qui semble être humain. Dans le désert, Vermilio et le reste du groupe s'engagent dans une bataille contre des monstres alors qu'ils se dirigent vers l'Empire. Nous apprenons que Vermilio essaie d'empêcher Élic de se battre depuis qu'il a perdu le contrôle lors de sa dernière bataille. Bien qu'elle soit convaincue qu'Élic n'est pas un adversaire, son immense pouvoir la trouble. Élic demande à parler à Vermilio. Après avoir allumé un feu, nous voyons Vermilio et Alec savourer un chocolat chaud quand Alec lui montre sa courte épée. Nous apprenons que l'épée est brisée et était autrefois une épée longue, appelée tueuse de héros. Élic explique que bien que l'épée ait perdu la majeure partie de sa magie, elle a encore assez de puissance pour tuer un héros. Il demande ensuite à Vermilio de prendre l'épée et de l'utiliser sur lui s'il perd à nouveau le contrôle. Vermilio avoue à Élic qu'elle était initialement méfiante envers lui, mais a changé d'avis après l'avoir observé durant leur voyage et refuse de prendre l'arme. Élic explique que c'est une faveur qu'il souhaite qu'elle considère, une fois qu'il lui aura tout raconté sur son passé, le pouvoir des héros et le royaume humain. Nous voyons Élic à l'âge de 8 ans, très pauvre, suppliant une dame de le payer davantage pour son travail, mais elle refuse et lui ferme la porte. Sur le chemin du retour, il voit son jeune frère Clès se faire intimider par des enfants plus âgés. Alec leur dit d'arrêter, mais ils sont arrogants en raison de leur statut de noblesse, ils le menacent, lui disant qu'il ne doit pas les défier. Alec accepte, mais demande qu'il le frappe, lui plutôt que son frère, et il commence à le tabasser. Nous apprenons qu'Élic et Clas ont été orphelins très jeunes lorsque leur village a été ravagé par des monstres qui ont tué leurs parents. Élic a pris la responsabilité de s'occuper de Clas, et les deux se sont dirigés vers la capitale royale pour chercher du travail, seulement pour être maltraités par les nobles. Après le départ des brutes, Clas vient pleurer auprès d'Élic, qui l'encourage à être plus fort. Clas exprime son inquiétude concernant les blessures d'Élic, mais il le rassure en démontrant sa capacité à guérir instantanément. Dans le présent, Vermilio est choqué d'entendre cela et suppose qu'il avait éveillé ses capacités de héros alors qu'il n'était qu'un enfant. Élic poursuit ensuite son récit, et nous voyons Élic et son frère régulièrement maltraités par les élites qui avaient incendié leur maison, jeté leur nourriture ou pris leur argent durement gagné. Même alors, il était impossible de partir car des monstres dangereux apparaissaient en dehors des murs de la ville. Malgré leur mauvais traitement, les deux gardaient une attitude positive, espérant quitter la ville quand il y aurait moins de monstres à l'extérieur. Alex souhaitait voyager avec Clas et trouver un endroit plus paisible où vivre. Un jour, Clas tombe gravement malade à cause de la malnutrition, et un homme des bidonvilles dit à Alec qu'il ne passera pas la nuit. Élic se reproche de ne pas avoir fourni assez de nourriture et part chercher un médecin pour Clès. Prévoyant de payer avec ses économies, l'homme lui dit d'abandonner, affirmant que personne ne l'aiderait, mais Élic est déterminé à sauver son frère. Il porte Clès sur son dos et cherche un médecin de porte en porte. Personne en ville ne veut les aider, mais Alec n'abandonne pas et essaie de garder le moral,
en parlant de leur rêve de voyage. Kless continue de s'affaiblir et Alec supplie désespérément les gens autour de lui de l'aider, seulement pour être harcelé. Alors qu'il est sur le point de perdre espoir, une jeune noble s'approche et lui demande ce qu'il veut. Il lui raconte sa situation et elle s'enfuit en appelant son père à l'aide. Son père les emmène à sa résidence et fait venir un médecin pour aider Kless, qui survit de justesse. Élic est profondément reconnaissant envers le père et après avoir rencontré ces nobles bienveillants, la vie des frères change complètement. 15 ans plus tard, nous voyons des humains repousser désespérément des monstres qui tentent d'infiltrer les murs de la ville. Les soldats sont trop faibles pour les combattre et sont sur le point d'être vaincus lorsque Kless arrive et en tue un d'un seul coup. Nous apprenons que Kless est maintenant le capitaine du 3e régiment d'infanterie et a 18 ans. Il mène les soldats à la charge contre les monstres. Les soldats retournent en ville et nous voyons Alec, 22 ans, les observer d'en haut. Nous apprenons que l'homme qui les a sauvés était un membre de la famille Rafid, qui avait soutenu la famille royale depuis sa fondation. La jeune fille qui a aidé Alec s'appelait Shalami, la fille aînée de la famille. Elle a rendu visite aux deux après la guérison de Klus et est devenue leur amie. Nous voyons les autres nobles cesser de harceler les frères une fois qu'ils voient Alec et Klus proches de Shalami et de sa famille. Cependant, Klus n'est pas satisfait de savoir que d'autres personnes souffrent encore dans les bidonvilles. Il pense que les gens sont trop préoccupés par les monstres pour se soucier de combattre l'injustice du système de classe dans la capitale. Clay décide de rejoindre l'armée en grandissant pour apporter la paix à la capitale en vainquant les monstres. Nous voyons Kless s'entraîner dur et apprenons qu'il a rejoint l'armée à 16 ans et a été promu au rang de capitaine à 18 ans. Monsieur Rafat vient saluer Élic et ils discutent de Clay et de ses exploits. Rafat suggère que Clay pourrait devenir le sauveur du royaume. Alors que Rafat s'apprête à partir, il se tourne vers Élic et lui dit qu'il est assez fort pour combattre aux côtés de Kless, ce qui pourrait augmenter leurs chances contre les monstres, mais Élic répond qu'il n'est qu'un amateur et qu'il est plus adapté au travail manuel. En attendant le retour de Kless, Alec le remarque avec Shalami et se demande s'ils sont amoureux. Les deux le remarquent, et ils se dirigent vers un pub pour prendre un verre ensemble. Kless dit à Alec qu'il pourrait partir pour une autre expédition hors de la capitale et qu'il ne le verrait peut-être pas avant un certain temps. Alec lui souhaite bon voyage et promet de lui préparer un bon repas à son retour. Après le départ de Kla pour son expédition, davantage de monstres commencent à apparaître près de la capitale, alors le royaume décrète une conscription militaire. Élic est envoyé en expédition, où son groupe rencontre un monstre dangereux, que Vermelio identifie comme une nouvelle forme de vie. Élic lui confie sa terreur face à cette créature, mais il est resté pour se battre, car ses camarades avaient vraiment besoin de lui. Élic se concentre sur l'encaissement des attaques du monstre au lieu de riposter, réalisant qu'il peut les supporter. Il change alors de tactique et contre-attaque, échangeant coup pour coup jusqu'à finalement le vaincre. Après la bataille, l'escadron informe Edel qu'ils ne peuvent plus l'aider, leur commandant et leur capitaine étant morts. On apprend que l'escadron de Alec avait été chargé de sauver la ville d'Edel des monstres, Edel ayant lui-même demandé de l'aide à la capitale. L'escadron part, mais Alec décide de rester et d'accompagner Edel jusqu'à sa ville. En arrivant, Edel est anéanti de la voir complètement envahie par les monstres. Alec lui dit que la ville n'a peut-être pas été envahie il y a si longtemps, et qu'il pourrait encore y avoir des survivants à secourir. Avec cette idée en tête, il décide d'offrir leur aide. Dans la ville, il cherche des survivants, et tombe sur une femme qui repousse habilement les monstres. Il décide Momo de se joindre à elle pour défendre la ville. La femme est surprise de voir Alec vaincre les monstres sans effort à main nue. Mais Alec lui dit que son maniement de l'épée est tout aussi impressionnant. La femme explique que son épée est enchantée d'une magie spécifiquement efficace contre les monstres, c'est ainsi qu'elle les a repoussés. Elle demande ensuite à Élic de partager son secret, mais il lui dit humblement qu'il était ouvrier du bâtiment, ce qui l'a fait penser qu'Élic fait juste l'innocent. Pendant ce temps, des survivants approchent d'elle et l'informent que les habitants ont été évacués vers le château voisin grâce à un groupe de mercenaires. On découvre que plusieurs groupes de mercenaires s'étaient formés, spécialisés dans la chasse aux monstres contre rémunération. On apprend que la femme s'appelle Alicia et qu'elle est la chef du groupe de mercenaires qui passait par là et a remarqué que la ville était en difficulté. Edel demande à Alicia de rester et d'aider sa ville, et elle lui répond qu'elle ne pourra le faire que si Élic rejoint son groupe, ce à quoi il accepte. Élic passe alors ses journées à combattre comme mercenaire aux côtés d'Alicia, Edel et leurs autres compagnons, appréciant leur temps ensemble. Un jour, Alicia et Élic
discutent de leur progrès dans l'éradication des nids de monstres, quand Alicia mentionne à quel point les capacités d'Elic sont incroyables. Alicia raconte à Elic qu'elle vient d'une famille de mercenaires et que son grand-père était un héros qui a combattu des démons. Elle lui dit que voir sa force lui a fait réaliser ses propres limites, mais elle pense toujours qu'il est extraordinaire et qu'il peut sauver plus de gens qu'elle ne le pourrait jamais. Elle lui demande de rester dans son groupe une fois qu'ils auront fini de sauver la ville. Elic continue de combattre aux côtés d'Alicia pendant 4 ans, mais malgré leurs efforts, le nombre de monstres ne semble pas diminuer. Pendant ce temps, dans le royaume, il découvre le château du seigneur démon lors d'une expédition et annonce une mission pour le tuer, soupçonnant les démons d'être derrière la prolifération des monstres, mais Vermilion sait que les démons ne sont pas responsables de tous les monstres. Le roi humain confie la tâche à Kless, qui part vaincre le seigneur démon. Alors qu'Elic et les mercenaires discutent de Kless, nous apprenons qu'il est accompagné du commandant d'infanterie lourde Xérusion, du grand sage Mikarous et de 5000 soldats. Alicia crie aux autres d'être plus compréhensifs envers Elic, mais Elic est confiant que Kless va gagner. Kless vainc le seigneur démon 3 semaines plus tard, le poignardant à la tête. Tandis que la ville célèbre sa victoire, Elic se précipite pour voir Kless et apprend qu'il a été gravement blessé et empoisonné pendant la bataille. Mikaros, l'homme qui a soigné Kla quand il était enfant, vient le voir, et nous apprenons qu'il est le grand sage qui a combattu aux côtés de Klass lors de la récente campagne. Il s'excuse de ne pas avoir pu aider Klass pendant la bataille, mais promet de le sauver. De retour dans la ville d'Edel, Alicia remarque que le nombre de monstres reste le même malgré la défaite du seigneur démon. Tout le monde ignore ses inquiétudes, mais elles s'avèrent fondées quand la nouvelle parvient au royaume qu'une horde de monstres se dirige vers eux. La menace de l'attaque imminente plonge les citoyens dans le chaos qui exige que Kless sorte pour combattre la horde. Alicia dit à Alec de les ignorer et d'aider à combattre les monstres, mais Alec soupçonne que le seigneur démon a pu ressusciter et envoyer les monstres. Alors il décide de prendre les choses en main et de tuer le seigneur démon lui-même. Nous voyons Alec marcher seul vers le château du seigneur démon. Il traverse les ruines détruites et découvre d'étranges mannequins ressemblant à des soldats du royaume. À ce moment, il sent une forte présence et la suit pour se retrouver face à Azudra, qui erre dans le château. Azudra est surpris de le voir et tente de l'empêcher d'avancer, mais Elic est déterminé à le vaincre, croyant qu'il est le seigneur démon, mais il tombe droit dans le piège d'Azudra. Cependant, Elic parvient à s'échapper du piège des armées et Azudra riposte en utilisant ses pouvoirs. Elic l'attaque sans relâche jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'est pas le seigneur démon. Azudra lui dit que les démons ne sont pas responsables de la prolifération des monstres et découvre qu'Elic n'est pas le héros qui a vaincu le seigneur démon. Azudra explique que le château du seigneur démon n'est qu'une petite partie de l'empire démoniaque et qu'il est l'un des 4 généraux qui aident à le diriger. Il l'assure que les démons n'ont aucune intention de faire la guerre aux humains et lui dit que l'augmentation de l'activité des monstres est due aux conséquences du siège du château du seigneur démon. Elic est choqué d'apprendre que le château empêchait en fait les monstres d'apparaître. Il demande à Azudra pourquoi il est au château, et Azudra l'emmène au site funéraire qu'il a créé pour les démons morts lors de l'attaque des humains. Alec lui demande s'il méprise les humains pour les avoir tués, et Azudra répond que oui, mais que les démons étaient déjà conscients du risque en acceptant ce poste. Il explique que les démons espèrent reforger leur amitié avec les humains, comme autrefois. Les deux discutent de la relation entre humains et démons, et la perception d'Elic envers les démons change complètement. Il se demande pourquoi Klass continuerait à combattre le seigneur démon après avoir appris la vérité. Elic demande à Azudra si la paix entre les deux royaumes peut être établie, et Azudra répond que c'est possible, lui parlant de la compétition pour le prochain seigneur démon. De retour dans le monde humain, il voit les conséquences d'une bataille entre monstres et humains, et se précipite au royaume pour retrouver ses amis. Il est soulagé de les voir sains et saufs, et apprend que les nobles ont fermé les portes de la ville, forçant les soldats et les mercenaires à affronter les monstres, ce qui a entraîné la mort de tous les autres. Nous voyons Alicia crier sur un noble pour avoir fermé les portes, et le noble lui répond que leur vie compte plus. Alicia devient enragée, et Edel doit la retenir. Les mercenaires demandent à Alec de prendre des nouvelles d'Alicia et Edel qui sont au château, exigeant que le commandant soit tenu responsable de leurs actes. En chemin vers le château, Alec remarque les citoyens rassemblés autour de démons, capturés pendant le siège, leur jetant des pierres. Alec devient furieux, et après quelques hésitations,
Il s'avance devant la foule, leur disant d'arrêter, mais il n'est accueilli qu'avec plus d'agressivité, alors qu'il lui jette des pierres. L'un des démons ligotés derrière lui dit d'informer Azudra du pouvoir du nouveau monde caché parmi les humains. Il est brusquement interrompu par Monsieur Rafid, qui avertit Élic de ne pas se laisser berner par les démons. Mais à ce moment-là, les démons se transforment soudainement en monstres et attaquent la foule, mais nous voyons 3 soldats humains émerger et vaincre rapidement les monstres. Élic est étonné par leur force formidable, et Ratod explique qu'ils ont été bénis par le pouvoir des héros, exhortant Élic à avoir foi en lui. Plus tard, Ratod annonce ce qu'ils ont appris sur le royaume des démons et explique son plan pour vaincre les démons en utilisant le pouvoir de l'éveil des héros. Les héros éveillés artificiellement aident à repousser les attaques démoniaques à venir, et le royaume, désormais plus sûr, commence à prospérer. Élic n'est toujours pas convaincu que les démons soient maléfiques, mais ne parle à personne de sa conversation avec Azudra. Entraînant avec ses amis, les mercenaires lui offrent, à lui et Alicia, des bons pour un rendez-vous galant dans un nouveau restaurant, mais Alec ne comprend pas que c'est un rendez-vous, et pense juste que c'est l'occasion de parler à Alicia de ses doutes. Alicia part se préparer pour le rendez-vous, et Enal arrive pour encourager Élic, qui est toujours complètement à côté de la plaque. Soudain, l'un des compagnons de Claza de l'expédition entre et demande urgemment de l'aide à Élic. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.